Bonjour à tous, un nouvel épisode, une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux dépenses de personnel de l'État. Dépenses de personnel qui se présentent comme la somme des rémunérations, traitements et pensions versées aux agents publics de l'État, aux fonctionnaires civils et militaires. Des dépenses qui présentent une particularité, c'est leur volume, en comparaison de la totalité du budget de l'État, puisque si l'on opère un pourcentage, une statistique sur les 20 dernières années, on se situe sur une moyenne aux alentours de 40% du budget de l'État. Pour vous donner un exemple plus concret, en 2008, ces dépenses de personnel représentaient 44,1% de ce budget. Des dépenses qui doivent interroger au regard effectivement de leur importance au sein du budget général de l'État. Des dépenses auxquelles la Cour des comptes a consacré 2 rapports en 2000 et 2001. Preuve s'il en est de l'importance du sujet, la Cour des comptes s'y est reprise en 2 volumes pour formuler ses observations sur le sujet. Dans ce rapport, la Cour des comptes opérait un constat très important. Elle relevait que l'État n'était pas en mesure de déterminer le nombre d'agents publics travaillant pour lui. C'est évidemment un problème majeur. Imaginez que l'on soit dans cette mesure capable de déposer un projet de loi de finances et donc de réclamer au Parlement l'ouverture de crédits budgétaires sans pouvoir établir avec précision le volume de crédits nécessaire pour payer ces traitements et pensions des fonctionnaires, des agents publics. Imaginez une entreprise qui ne serait pas capable de définir dans son budget sa somme, sa masse salariale. Eh bien évidemment, sur un paquebot, une structure d'envergure beaucoup plus importante, c'est exactement la problématique rencontrée au niveau de l'État, l'impossibilité à ce moment-là d'établir, de visualiser concrètement, avec sincérité, le volume des crédits nécessaires. Alors, j'emploie le terme de sincérité parce qu'effectivement, ce sera un problème en application de l'un des principes budgétaires que nous étudierons et qui est consacré à la sincérité du contenu des lois de finances, donc un problème réel de sincérité, où on va donc déposer auprès des parlementaires, devant les députés, devant les sénateurs, un texte pour lequel on n'a pas véritablement d'assurance sur le montant des crédits qui ont été prévus pour rémunérer et pour payer les pensions des agents publics. À la suite de ces 2 rapports, qui ont bénéficié d'un relan médiatique relativement conséquent, les médias se sont emparés du sujet. Pour vous en donner une illustration, le titre d'un article paru au sein du journal Le Monde, « L'incurie de l'État patron », un article paru le 25 avril 2001, dans lequel le journal Le Monde ciblait très concrètement les insuffisances de l'État en la matière. Alors, ce constat a conduit, j'ai envie de vous dire, dans la foulée également de la LOLF, puisque là on est contemporain à l'adoption du texte organique du 1er août 2001, à mettre en place, le gouvernement a mis en place une politique de non-remplacement d'un départ sur 2 en retraite. Cette possibilité, en tout cas cette politique, a été facilitée dans sa mise en œuvre par le départ massif de la génération du baby-boom en retraite. On estimait à ce moment-là que sur une période d'un peu plus de 10 ans, 50% des fonctionnaires, des agents publics allaient partir à la retraite. C'était la génération du baby-boom, devenu papy-boom, qui partait donc à la retraite. Cela a donc facilité, vous pouvez vous en douter, la mise en place de cette politique. Au lieu effectivement d'avoir peut-être à restructurer un certain nombre de services, eh bien il a suffi d'attendre le départ en retraite et de ne pas remplacer ces départs en retraite. En tout cas, c'était la politique qui avait été mise en place. Ne pas remplacer un départ en retraite sur 2. Comme vous pouvez vous en douter, cela a facilité la mise en place de cette politique qui a pu s'appuyer sur ces départs massifs en retraite et avec un succès certain puisqu'on estime qu'entre 2003 et 2012, 183 267 équivalents temps plein ont été supprimés. En parallèle, d'autres mesures ont permis de contenir la masse salariale et notamment le gel du point d'indice à partir de 2010. Mais en valeur relative, le poids de ces dépenses a connu des évolutions très contrastées. Je vous ai donné le chiffre pour l'année 2008. En 2010, cette part avait déjà été ramenée à 28,7% du budget de l'État. Preuve, en tout cas, du succès durant les premières années de la mise en place de cette politique de non-remplacement. Pourtant, dès 2011, cette part progressait déjà à 41,6%. En 2012,
rebaissé à 31,4%, et si l'on voit le chiffre de l'année 2019 et 2020, on en est aux alentours de 39%. Donc ce n'est pas véritablement en valeur relative que l'on peut apprécier l'efficacité de cette politique. Il y a beaucoup trop de variables tenant compte des autres postes de dépenses qui bien évidemment vont conduire à repositionner sur des niveaux parfois totalement différents le poids de ces dépenses de personnel, mais néanmoins, il est possible sur cette vingtaine d'années écoulées de constater une politique mise en place effective durant une petite période de 10 ans, à laquelle il a été mis un terme à partir de 2014-2015. À partir de ce moment-là, on peut constater une progression de nouveau des effectifs de l'État. Alors, plusieurs raisons le justifient. L'une des premières raisons majeures, suite aux attentats qu'a connu le territoire national, un certain nombre de politiques, en tout cas de crédits, ont été mis en place pour recruter du personnel supplémentaire dans le domaine de la sécurité, donc au niveau de la police nationale, de la gendarmerie nationale. D'autres secteurs ministériels ont également profité de cette augmentation de la masse salariale et on aboutit à l'année à constater une augmentation quasiment systématique sur ces dernières années du nombre des effectifs. Ainsi, pour un exemple, loi de finances pour 2016, on constate avec cette loi de finances une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 8 304 emplois. Alors voilà, pour cette présentation assez rapide ce poste de dépenses de personnel qui constitue véritablement une des singularités à retenir pour le budget de l'État et qui nous permet de contextualiser, de positionner ces dépenses par rapport aux autres dépenses par nature que nous avons évoquées dans le cadre de la vidéo consacrée à une présentation générale des dépenses de l'État. Ainsi, dans le cadre de la dernière loi de finances, en termes de prévision bien évidemment, il était question de 40% de crédits consacrés aux dépenses de personnel, de 28% des crédits consacrés aux dépenses d'intervention, de 16% des crédits consacrés aux dépenses de fonctionnement et enfin de 4% des crédits consacrés aux dépenses d'investissement. Voilà pour ce positionnement général, alors bien évidemment qui pourrait tout à fait progresser de manière très significative suite effectivement à la crise sanitaire que nous rencontrons dans le courant de cette année 2020. Il faudra donc bien évidemment réactualiser ces chiffres lorsque nous aurons à disposition la loi de règlement correspondante, ce sera à peu de choses près dans une année. Voilà, j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour parler de la charge de la dette, des intérêts versés en lien avec les emprunts contractés par l'État.